Bienvenue dans ce forum virtuel de la mobilité étudiante organisé par l'Université Paris-Saclay. Pendant les 20 prochaines minutes, on va voyager ensemble, aller à la rencontre de plusieurs destinations et surtout échanger avec des étudiantes et des étudiants qui ont fait le choix des mobilités internationales. Alors si vous hésitez à partir pour 6 mois, 1 an ou plus dans le cadre d'un partenariat, d'un échange, d'un stage ou d'un premier emploi, restez avec nous puisque vous allez avoir toutes les pistes concrètes pour partir à l'international et puis surtout un retour d'expérience de celles et ceux qui ont vécu ces mobilités. Pour échanger avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Inès. Bonjour Inès. Bonjour. À vos côtés, à tes côtés, nous sommes avec Maxence. Bonjour Maxence. Bonjour. Et puis juste en face, nous sommes avec Randy. Bonjour Randy. Bonjour. On commence avec notre première séquence, la présentation. Étudiants qui ont fait le choix des mobilités. Étudiants qui ont fait le choix des mobilités. Alors dans cette première séquence, on va aller un peu à la rencontre des étudiants du jour. Tous les 3 étudiants de l'Université Paris-Saclay ou ex-étudiants. On commence avec toi Inès. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi j'ai fait une licence de droit international à l'UVSQ. Je suis partie du coup en mobilité à ma 3e année, la dernière année de la licence. Là j'ai validé la licence en juin et je suis actuellement en année de césure. Je fais un peu des stages, j'aimerais bien revoyager également, prendre le temps de réfléchir à ce que je veux faire après. Alors tu le disais, tu es partie en mobilité, tu es allée où toi? À Madrid. À Madrid? Ouais. De quelle période à quelle période? Je suis partie en août 2020 et je suis rentrée en janvier 2021. En plus, dans un contexte, on l'imagine, particulier, on va en parler dans quelques instants, mais qui a sans doute forgé l'expérience que tu as eue. Toi, Maxence, raconte-nous un petit peu, qui es-tu? Qu'est-ce que tu étudies? Donc moi, je suis en L3 Management du STAPS, Management du Sport, donc à l'Université Paris-Saclay aussi. Et donc, je suis parti au Danemark cet été, juste après ma L2, en stage pendant presque 2 mois. D'accord, un stage à l'international. Alors c'est rigolo parce que on a cru pendant un instant que avec la crise sanitaire, les relations internationales seraient un peu interrompues. Ce que certains étudiants pensent encore, se disent bah non, ça sert à rien de partir puisque on va être confiné, reconfiné. Et en fait, on a 2 exemples ici qui montrent que même dans le gros de cette crise sanitaire, les départs à l'international étaient possibles. On va y revenir dans quelques instants. Randy, en quelques mots, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Randy Moulélé, je viens d'obtenir mon master 2 droit de l'homme et droit humanitaire à Paris-Saclay et j'ai été à Berlin. Quand c'était déjà? J'ai été à Berlin d'avril jusqu'à fin juillet. Ça s'est très bien passé. De cette année? De cette année. J'ai fait un stage auprès d'une fondation qui milite pour promouvoir une application réelle, on va dire, des droits économiques, sociaux et culturels. Droit à l'éducation, droit au travail. Et je ne regrette pas. Et il faut partir, justement en cette période difficile qu'il faut essayer de trouver un nouvel horizon. Alors justement, peut-être pour commencer cette discussion, comment on choisit la destination où on va partir? Comment toi tu t'es dit, bah tiens, j'irai à Madrid? Et comment concrètement à la fac t'as fait? Est-ce que c'était des annonces? Est-ce que t'es allé taper à la porte des relations internationales? Comment ça a fonctionné un petit peu? Moi en fait je voyais les gens partir en mobilité en 3e année, des gens que je connaissais, donc je m'étais dit que j'allais le faire aussi. Et en fait, on a droit à 3 choix et j'ai mis un peu au hasard. En fait, je voulais mettre 2 choix en Espagne parce qu'en fait, je voulais retrouver mon niveau d'espagnol que j'ai perdu à la fac. Donc, je voulais partir en Espagne aussi pour ça. Et je me suis dit, quitte à aller, autant mettre la capitale. Donc, j'ai mis Madrid en premier. En 2e, j'avais mis Barcelone. En 3e, j'avais mis une ville rien à voir. Et j'ai eu le premier choix. Donc, je suis allée à Madrid sans jamais être allée. Je connaissais pas du tout. Donc, voilà. Et alors justement, comment ça s'est passé cette sélection? Ça reposait sur ton dossier, tes notes? Ça veut dire que pendant tes 2 premières années de licence, il a fallu que tu fasses preuve de régularité, de sérieux, de travail. Oui, voilà, c'est ça. Mais le dossier était assez facile à faire. En fait, c'était des pièces jointes à mettre sur la plateforme. C'était assez bien fait. Il y avait une lettre de recommandation d'un prof, une lettre de motivation. Je pense que c'est surtout ça qui compte. Vraiment être sincère dans sa lettre de motivation, montrer qu'on a vraiment envie de partir. Et pas chercher à faire un truc type. Donc voilà. Et puis après, il y a aussi les notes, mais c'est pas que les notes. Il y a aussi des gens avec des notes un peu moins bien qui ont pu partir. Surtout la motivation, je pense. Et alors, qu'est-ce que tu avais mis, toi, dans ta lettre de motivation? Comment tu l'avais construite? C'était vraiment hyper personnel. Je disais vraiment que j'avais vraiment besoin de partir, que j'avais envie de voir d'autres choses, que j'avais fait toute ma scolarité en Île-de-France, surtout vers la région parisienne.
on fait vite le tour et que voilà, j'avais besoin de partir, voir d'autres choses, que même dans le contexte de ma licence de droit international, il fallait que je bouge aussi un peu. Donc voilà, c'était ça, je disais que j'avais envie de partir tout simplement et j'ai pas cherché à faire un truc un peu faux quoi, pour faire bien. T'étais habituée déjà à voyager? T'avais eu le temps de barouder un petit peu en Europe ou ailleurs? Ouais, un peu. J'aime bien des petits week-ends par-ci par-là. J'étais déjà allée en Espagne plusieurs fois, même un peu plus loin, par exemple les États-Unis, même Zanzibar, j'ai pu aller. Enfin, j'aime beaucoup voyager déjà de base, mais toute seule, c'est pas pareil. Et tu le disais, envie aussi de récupérer ton niveau d'espagnol, qui, c'est vrai, avec le temps, s'effrite un petit peu. Ouais. T'apprends que t'es sélectionné pour partir à Madrid. T'as quoi? T'as 6 mois avant ton départ, quelque chose comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait d'un seul coup? On se remet toutes les saisons d'Undo Stress en VO? Franchement, c'est ça. Je suis allée à la Fnac, j'ai acheté des icônes genre français, espagnol. J'ai essayé un peu de replonger un peu dans mes cours et tout. Enfin, les trucs bêtes, les règles de grammaire, et puis même se familiariser, écouter des séries Netflix en espagnol. Et puis, mais voilà, au final, de toute façon, quand on est sur place, ça se fait assez facilement. Après, j'ai cherché des cours d'espagnol là-bas, ma fac en donnait. Donc, j'ai pu faire des cours d'espagnol 2 fois par semaine le matin, et ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Maxence, on va revenir un petit peu juste après avec toi Inès sur ton expérience en Espagne, mais toi Maxence, tu le disais, c'était le Danemark. C'est ça. Pourquoi le Danemark? Qu'est-ce qui te plaisait? Tu connaissais? Tu étais déjà allé? Tu parlais un peu danois ou pas du tout? Donc mon choix il s'orientait déjà par rapport à la crise sanitaire. Donc l'université autorisait seulement les voyages en Union européenne. Donc déjà l'Union européenne ça a réduit les choix, notamment le Royaume-Uni. Et donc après, mon critère de sélection principal pour le pays, c'était vraiment l'anglais. Parce que un an sans pratiquer, c'est difficile. Je trouvais que vraiment mon niveau d'anglais, il était vraiment pas terrible, qu'il fallait que je progresse et qu'il fallait que je parte à l'étranger, qui est vraiment un des meilleurs moyens pour ça. Et du coup, on regarde le classement des pays qui parlent le mieux anglais. Donc forcément, l'Irlande qui est dans l'Union européenne, qui parle anglais forcément. Et après, les pays scandinaves, Suède, Danemark et aussi les Pays-Bas. Et donc, j'ai postulé dans beaucoup d'entreprises dans ces 4 pays-là. Irlande, Suède, Danemark, Pays-Bas. Et il s'est avéré que le Danemark, j'ai une proposition intéressante. Alors c'est fascinant parce que c'était dans le cadre d'un stage, c'est peut-être pas le réflexe que tout le monde a de se dire bah tiens je vais aller regarder des annonces de stage dans un autre pays, et toi pourtant, alors comment t'as fait? Tu tapais annonce stage Danemark, t'es tombé sur leur équivalent d'Indeed version danoise? Je suis pas trop adepte des annonces de stage, je trouve que ça marche pas souvent, même des offres d'emploi sur Indeed en France, j'ai l'impression que c'est pas très cohérent. Je préfère faire des candidatures spontanées. D'accord. Et donc j'ai vraiment fait beaucoup de candidatures par mail, ajouter des gens sur LinkedIn, parler avec eux. Quand ils me refusent, dire est-ce que vous connaissez d'autres gens qui peuvent m'accueillir? Et au final, j'ai contacté quelqu'un sur LinkedIn et il m'a dit ouais, on a un projet pour toi, envoie un mail. Et il voulait se développer sur le marché français. D'accord. Elle est arrivée au bon moment. Voilà. Ils m'ont dit t'arrives pile au bon moment. Ouais. Et ils m'ont dit bah viens, on va t'expliquer le projet. Ouais. Et en quelques semaines, tous les papiers du côté de l'entreprise étaient faits avec ma fiche mission pour que je puisse partir. Et on va revenir dans quelques instants sur ce que tu as fait concrètement. Randy, toi, comment ça s'est un petit peu passé ce départ, pareil, pour un stage? Comment tu as cherché? Comment tu as trouvé? Alors moi, j'ai un peu triché parce que j'avais déjà été à Berlin l'année d'avant en Erasmus. Du coup, j'avais des contacts sur le terrain. Et comme j'ai fait un master 1 de droit européen et de droit international, il y avait énormément d'Allemands qui étaient venus dans ma classe l'année d'avant. Et du coup, j'ai contacté ces personnes-là pour trouver un stage. J'ai aussi fait des candidatures spontanées. J'ai aussi répondu à de nombreuses annonces sans succès. Et une des fondations que j'avais contactées 2 mois avant me répond un jour comme ça. On est désolé, on avait trop de travail, on était parti en Turquie. Ok. Et voilà, on aime bien votre proposition, on a besoin de vous, on veut faire un entretien très bientôt, est-ce que c'est possible pour vous? J'ai fait un entretien en visio et tout a marché. Ça a fonctionné directement. Ensuite, oui, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et alors toi, l'allemand, tu avais fait un Erasmus, donc tu étais plutôt gut? Plutôt bon, plutôt sehr gut. Sehr gut. Non, j'ai validé mon niveau C1 D'accord. là récemment. Et après j'ai la chance aussi d'avoir énormément d'amis en Allemagne. Ouais.
Tout a commencé avec un échange en fait, en première. D'accord. Une fille et un garçon, un Allemand et une Allemande sont venus dans ma classe grâce au programme Voltaire, que peu de gens connaissent, mais on peut faire des échanges déjà au lycée. Et ils sont restés pendant 3 mois, et c'est comme ça que j'ai commencé l'allemand. Enfin, je connaissais déjà l'allemand, mais que vraiment j'ai développé mon allemand, que j'ai appris l'allemand du quotidien. Je suis allé chez eux, ils sont venus chez moi. Et voilà, par la force des choses. Toi, t'étais pas du tout de base du programme Voltaire, c'est eux qui sont arrivés. C'est eux qui sont venus. Et tu t'es dit, bah tiens, ils sont sympas ces Allemands. Ils sont sympas. Moi, je venais juste d'un collège en fait du 19e, du coup, qui est considéré comme une ZEP. Et en fait, c'est une valeur ajoutée de faire de l'allemand là-bas. Je faisais pas d'allemand à l'origine parce que personne n'en fait dans ma famille. Mais la prof d'allemand était la prof principale. Et comme j'avais des bons résultats, elle m'a dit, est-ce que vous voulez faire de l'allemand? J'avais 12 ans, j'ai fait OK. Et je suis devenu le meilleur de la classe et je me suis dit c'est le destin. Naturellement. Voilà. Destin germanique, j'appelle ça comme ça. Le destin germanique, c'est un beau terme, mais en tout cas qui t'a porté derrière vers de belles choses. Comment on se prépare à un départ? Parce que là, on l'a dit, il y a les formalités administratives, il y a la recherche d'un stage qu'on va faire, d'une entreprise. Alors, on le voit, hein, et je pense que c'est une clé pour celles et ceux qui ont envie de partir dans le cadre de stage ou d'un emploi. Il faut oser, hein, clairement. Toi, t'es allé du côté de ton réseau personnel, t'as contacté tes amis allemands, voilà, t'as osé. Toi, c'était un réseau que tu n'avais pas, mais que tu t'es créé par la force des choses. Donc ça, c'est un beau témoignage déjà. Faut pas hésiter, faut regarder les offres, faut regarder les entreprises qui nous plaisent. Ensuite, une fois qu'on sait qu'on va partir, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que toi tu fais dans ce laps de temps? Tu disais, on regarde un peu des séries, on fait des dictionnaires. Est-ce qu'on commence à regarder, à repérer les lieux pour trouver le logement, par exemple? Oui, ouais, c'est surtout la recherche du logement qui m'a pris du temps. Du coup, je regardais un peu les différents quartiers pour... c'est dur de trouver un logement quand on n'est pas sur place. On ne veut pas non plus être à l'autre bout de la ville. Donc, et en plus, je voulais trouver quelque chose qui était entre ma fac et entre le centre-ville. Donc c'était surtout ça, mais sinon j'ai pas fait plus de recherches que ça sur les choses à voir ou quoi. Je me suis vraiment dit j'irai et je verrai là-bas sur place, je me baladerai et j'ai pas plus anticipé que ça en vrai. Et comment t'as fait pour finalement trouver? C'était dans le parc C'est parce qu'en fait, il y avait une fille de ma fac aussi de l'UVSQ qui allait dans la même fac que moi à Madrid. Et donc on est rentrés en contact et on a trouvé un logement ensemble. En fait, tous les deux on s'envoyait des annonces, etc. Et puis au final, elle a trouvé le logement sur un site, sur un groupe Facebook Les Français à Madrid. D'accord. Et ce genre de groupe, c'est pas mal pour toutes les petites astuces, même pendant tout le séjour, ça sert. Et elle a trouvé là-bas, le logement, il était bien placé, pas super cher. Et du coup, on a pris ça. Et vous connaissiez pas à l'origine? Non, on s'est rencontrés à l'appart quand elle est arrivée. Et aujourd'hui, ça s'est bien passé? Vous êtes devenus amis par la force des choses ou il y a eu des... Plus ou moins. D'accord. Non, c'était, on n'avait pas trop le même mode de vie. Et puis le truc était assez petit, donc c'est dur la coloc quand même. Ouais. Ouais, ça fait partie aussi de cette expérience et de ce qu'on apprend. On apprend à découvrir les autres, on apprend à se découvrir. On lui fait un petit bonjour. Elle nous regarde. Du coup, de ton côté, toi Maxence, la recherche de logement, surtout au Danemark, comment on fait? On appelle des agences immobilières là-bas? Est-ce qu'ils parlent bien anglais? Comment ça se passe? Eh ben, on a de la chance. Ouais, ah. Je suis tombé sur une entreprise. Après, j'ai une entreprise particulièrement gentille, mais quand même en général, on est mieux traité en tant que stagiaire au Danemark. D'accord. qu'en France et que dans d'autres pays de l'Union européenne et du monde. C'est que je leur ai demandé comment je pouvais faire pour avoir un logement, quel site faut aller pour pas se faire arnaquer. Ils m'ont dit ne t'inquiète pas, on se charge de tout. Génial. Et ils m'ont trouvé un logement. D'accord. Voilà. C'est génial parce qu'en général, quand on est stagiaire en France, c'est plutôt nous qui cherchons le logement du patron. Ah, et on le paye. Et parce qu'en plus, ils t'ont trouvé le logement et tu le payais quand même ou Ah non, ils m'ont payé. Tout frais payé. Je suis arrivé, ils m'ont dit bienvenue. Voilà. Très bien. Bah ouais, beaucoup de chance. C'est de la chance. Et sans doute là déjà, on arrive dans une première différence culturelle, c'est-à-dire que là, on se sent bien accueilli. On est vraiment accueillis, on se sent vraiment comme dès le premier jour, comme si on était important dans l'entreprise, que ta voix compte malgré que tu sois là que pendant 1 mois et demi. Si tu as besoin de quelque chose, il y a 30 personnes autour de toi qui peuvent te renseigner. Et oui, ça je le conçois, c'est vraiment de la chance que peu de gens peuvent avoir. Mais je pense que partir dans les pays scandinaves en général, ça peut aider à avoir ce genre d'opportunités pour être bien traité, trouver un logement facilement. Et alors toi, Randy, j'imagine que tu avais tous les bons plans. Berlin, tu connaissais comme ta poche. Ça a été facile de trouver ton logement? Ça n'a pas été facile parce qu'en fait, si on regarde bien autour de nous, on connaît tous quelqu'un qui est allé à Berlin ou qui connaît quelqu'un qui est allé à Berlin. Comme le coût de la vie est un peu moins cher là-bas et que la ville est connue pour son côté festif, c'est une ville très étudiante. Et du coup, il y a plus de demandes de logement que de logements. Donc il y a énormément de personnes qui veulent aller à Berlin et même pour un connaisseur, c'est très dur de trouver un appartement. Même pour les Allemands, c'est dur de trouver un appartement. Du coup, j'ai encore fait appel à mon réseau et après de nombreux échecs.
Mais je tiens quand même à préciser qu'on peut aller aussi sur les Français de Berlin, comme il y a les Français de Madrid, et ça aide. Et finalement, j'ai habité une nouvelle fois dans la même résidence étudiante que l'année précédente. Et si possible, après ça dépend des résidences étudiantes peut-être, mais c'est vraiment je pense la meilleure expérience de vie qu'on peut avoir d'habiter dans une résidence étudiante. Parce que tous les étudiants étrangers, internationaux qui sont avec nous, et notamment pour travailler son anglais, c'est vraiment pratique. Donc j'ai habité dans une résidence étudiante et ça s'est très bien passé. Allez, on va entrer dans la deuxième partie de cette table ronde centrée sur le témoignage de nos étudiantes et étudiants du jour. Étudiants qui ont fait le choix des mobilités. Étudiants qui ont fait le choix des mobilités. Alors Maxence, raconte-nous un petit peu, t'arrives au Danemark, est-ce que t'es dépaysé ou est-ce que tu te sens comme à la maison? Ça reste un pays de l'Union européenne, donc il n'y a pas un mode de vie très différent. On mange tôt. Sinon, À quelle heure? un peu à l'anglaise. 18h, 19h, le premier jour on m'a invité au resto et j'étais là, ah bon Si tôt. J'ai pas faim encore, mais sinon ça reste un pays de l'Union européenne, on n'est pas trop dépaysé. C'était un peu la campagne, moi qui ai l'habitude de vivre en Île-de-France, ça faisait un peu bizarre, mais sinon... Bizarre, mais bizarre en bien. Bon, ça fait du bien, ça fait du bien de voyager, enfin de sortir après une année difficile, prendre l'avion, voir de nouvelles choses. C'est sûr que ça fait toujours plaisir. Et ton intégration dans ton entreprise, alors on le voit, il était très attendu, il te donne le logement, il te donne toutes les clés, etc. La voiture aussi. La voiture? Ah oui, la voiture et l'essence. D'accord, voiture à essence, très bien. Que t'as gardé après, c'était cadeau ou non? Je suis reparti avec... Non. Donc t'as tout ça, tout cet accompagnement, et comment ça se passe dans l'entreprise? Déjà, est-ce que j'imagine que t'avais déjà fait des stages en France, est-ce que c'était différent? À quelle heure par exemple on doit être au bureau? Est-ce qu'il y a des pauses? Est-ce que c'est le même temps de travail? Donc là, j'étais sur des horaires de 8h, 16h. Donc un peu tôt, mais ça va. Tu termines la journée de travail à 16h? 16h, tout le monde part. D'accord. Voilà. Il n'y a pas d'heure sup, il n'y a pas quelqu'un... Non. Ok. 16h, on peut partir. Ok, très bien. Ce qui voulait dire que ça te laissait aussi pas mal de temps l'après-midi pour rouder, explorer, faire ta petite vie, quoi. Ouais. J'ai eu du temps libre tout le temps l'après-midi, si je voulais sortir à droite à gauche. Et me reposer aussi, parce que c'est quand même fatigant des journées de travail de 8 heures. Et non, ça c'est sûr que j'ai eu du temps pour moi. Et pour découvrir. Et c'est vrai que peut-être, parmi celles et ceux qui nous regardent, on se dit de manière générale, quand on va faire un semestre d'Erasmus comme tu as pu le faire, ou quand on va partir à l'international dans le cadre de ses études, l'intégration elle est plutôt facile puisqu'on est entouré d'étudiants internationaux, puisqu'il y a des associations comme ESN qui peuvent nous aider à nous intégrer. Là, d'un seul coup, on part dans le cadre d'un stage, c'est-à-dire qu'on est dans un monde professionnel, il n'y a peut-être pas d'internationaux autour de nous. Est-ce qu'on arrive quand même à faire des rencontres, à s'intégrer? Comment ça s'est passé pour toi? Donc je suis arrivé au bon moment dans l'entreprise. Toujours de la chance, c'est que donc je suis arrivé le lundi, on m'a présenté à tout le monde très bienveillant, me pose des questions, on discute, ça y a pas de souci. Et le vendredi, c'est le festival de l'entreprise. Chaque année, il y a ça avant que les gens partent un peu en vacances. Le festival de l'entreprise où il y a toute l'entreprise, elle est séparée sur plusieurs endroits au Danemark. Tout le monde se rejoint au même endroit et ça boit des coups, ça joue, ça. De 13h à minuit, il y avait un gros concert, des jeux. Et donc ça facilite forcément l'intégration. C'est un peu un mini week-end d'intégration. Il y avait des gens de tous les âges qui venaient de partout dans le Danemark. Et forcément, ça aide pour se faire un peu connaître. Même moi qui suis timide, tout le monde vient un peu dire « Oh, un nouveau, un Français ». Il a un accent. Voilà, c'est évidemment ça. L'accent, on en parle souvent. Et tes missions, c'était quoi concrètement? Parce que là, on voit que le cadre de vie est idéal, mais est-ce que c'était compliqué ou est-ce que c'était des missions intéressantes? Donc, j'avais un peu deux missions. Ouais. Je suis venu pour essayer de développer le marché en France. Donc, c'est une entreprise qui possède plusieurs marques d'articles sportifs, de toute gamme, de tous sports différents. Et ils voulaient voir s'il y avait une possibilité de se développer en Union européenne et en France. Du coup, ils ont fait appel à moi pour faire une étude de marché. Et à côté, je faisais aussi un peu des tâches, on va dire, de stagiaire, des petites présentations, un peu de design. J'ai pas de grosses notions en design, mais avec Canva et PowerPoint, j'arrivais à faire des petits visuels qui leur faisaient gagner du temps. Et j'ai jamais eu beaucoup
de difficultés. Et quand j'en avais, j'avais tout le temps des gens pour répondre à mes questions et m'aider dans les choses que je comprenais pas. Donc, Alors toi Inès, on va faire quelques kilomètres, on reprend l'avion, on se retrouve à Madrid. T'arrives à Madrid, en plus c'était en début, c'était l'automne dernier. Fin août, j'y suis allée. Fin août, donc Ouais. fin d'été. Comment ça se passe? Il y avait des restrictions? Non, il n'y avait pas trop de restrictions à l'époque. Pas trop, c'était gentil quoi. C'était un couvre-feu à 1h du mat qui est resté 2-3 semaines. Bah, il y avait les masques obligatoires partout dans la rue et dans les transports, mais c'était très respecté. Les boîtes de nuit étaient fermées, c'était le seul truc, mais sinon non, tout était normal, les restos aux heures normales. Franchement, la vie là-bas, c'était quand je suis rentrée en France en janvier, ça m'a fait bizarre parce que ici c'était ouais, je crois il y avait un couvre-feu à 18h. Resto fermé, enfin j'avais du mal à comprendre. Je disais à mes copines, bon, je suis rentrée, on va au resto. Elles me disaient, mais quel resto, Inès? Ça, c'était un peu, voilà. Mais non, à Madrid, ça va. Le Covid, ça m'a pas gâché mon voyage. Et justement, ce voyage, cette mobilité internationale, qu'est-ce qui t'a peut-être un petit peu surprise dans la manière dont il vivait, dans la manière dont il faisait cours? Qu'est-ce qui t'a étonné? Bah, en fait, j'ai vraiment bien aimé leur mode de vie. Déjà, tout est tard. Ils se lèvent tard, il y a la sieste. Enfin, c'est vraiment un mode de vie qui me convient. Et ils sont très bruyants. Les Espagnols, ils sont très bruyants. Ça m'a vraiment partout. Ils crient tout le temps, ils rigolent fort tout le temps. Mais sinon, non, il n'y a pas eu. C'était pas particulièrement différent. Et en termes de cours et de la pédagogie, est-ce que tu as vu des choses qui étaient un peu différentes dans la manière dont les enseignants font cours là-bas? En vrai, ça ressemblait pas mal à ma fac. Après, moi, je l'ai vécu différemment parce que comme j'étais pas espagnole, tous les cours étaient en espagnol, la licence de droit, elle était en espagnol. J'ai pas vu vraiment de différence, c'était un peu pareil les amphis et les TD, sauf que les amphis, par contre, étaient en distanciel, on pouvait pas être 300 réunis ensemble, donc il y avait juste les petits TD de 20, 30, 40 personnes, on était tous ensemble. Mais sinon, en même temps, j'étais dans une très grande fac, c'est une des plus grandes facs d'Espagne, et ça ressemblait vraiment à une fac parisienne. Alors que j'ai une copine qui a fait un Erasmus, par exemple, en Andalousie, sa petite fac, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on connaît ici. Et les gens, les étudiantes, les étudiants, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été intégrée avec les Espagnols? Est-ce que tu étais plus entre internationaux? Comment ça se passait? Ouais, j'étais plus entre internationaux, bizarrement, avec des gens de partout, des Japonais, des Américains, des gens vraiment de partout. Un peu moins à la fac, parce que c'est vrai que, par contre, ouais, sur ça, le Covid, le fait qu'il n'y ait pas forcément tous les after-work, les trucs comme ça, du coup, j'ai moins rencontré facilement de personnes, mais j'hésitais pas à aller voir avant que le cours commence quelqu'un pour lui demander, bah voilà, la première semaine j'ai fait que ça à tous mes cours, j'allais voir les gens pour leur dire, bah voilà, je suis française, si on peut s'aider quand j'ai besoin des cours ou quoi, si tu peux m'aider, ça peut être sympa. Et j'ai pris pas mal de numéros comme ça, et ça m'a servi pour les cours et tout, parce que forcément c'est compliqué quand c'est pas sa langue natale, voilà. De réussir là-dessus. Alors, il y a une question aussi que se posent beaucoup qui souhaitent partir dans le cadre de mobilité, c'est la question du financement. Toi, tu es parti dans le cadre du programme Erasmus+. Erasmus, c'est ça. Au début, j'avais très peur par rapport au financement. Je m'étais même dit que je partirais pas parce que je me voyais pas en fait pendant 6 mois subvenir à mes besoins, payer un logement, faire les courses et tout. Donc de moi-même, je m'étais bridée, je m'étais dit je vais pas aller en Erasmus, et puis j'en parlais à mes parents. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu pars pas? Enfin, c'est sûr qu'il y a des trucs, il y a des bourses et tout. Et ils m'ont vachement poussée, donc du coup, j'ai fait les demandes de bourse. Et au final, c'est vrai que l'aide, elle a été vraiment, vraiment conséquente, et j'ai pu vivre à l'aise, quoi. C'était quoi combien tu percevais grâce à la bourse? En fait, j'ai tout eu au début. Ouais. Et j'ai eu, je crois, à peu près 3700 € D'accord. qui sont rentrés en septembre. Et tu as une petite partie aussi quand tu rentres. En fonction des jours que tu as passé là-bas, parce que si tu rentres plus tôt et tout, ils peuvent pas tout te donner. Donc j'ai eu ça, et puis moi j'avais mis de côté, j'avais travaillé tout l'été, j'avais un peu d'argent de côté, et donc franchement j'ai vécu bien, quoi. Je payais mon logement, et puis j'allais au resto souvent, je sortais, enfin il n'y avait pas de souci. C'est peut-être un message qu'il faut passer à celles et ceux qui nous regardent, qui ont parfois des peurs, des appréhensions par rapport à ça, c'est voilà, il y a des dispositifs d'aide qui existent, il faut prendre le temps de se renseigner parce que ça peut vous aider à partir. Parmi les appréhensions que tu avais, est-ce que tu avais
des peurs, des doutes avant de partir? Tu te disais, bah tiens, est-ce que je vais réussir ça? Qu'est-ce que t'as dit? J'avais peur par rapport aux notes là-bas, enfin par rapport à la fac, parce que déjà une licence de droit c'est pas facile, mais en espagnol, alors ça faisait 4 ans que j'avais pas fait d'espagnol. Tout était en espagnol? Tout, vraiment tout. Et les termes juridiques c'est hyper spécifique, même en France, donc ça j'avais vachement peur de ça. Mais au final, j'ai rencontré d'autres étudiants qui étaient dans le même cas que moi, enfin comme c'était une grande fac, il y avait plein d'étudiants internationaux. Et puis franchement, au final, ça s'est bien passé. J'ai validé mon semestre et tout, donc j'étais contente. Et donc, tu as compris toutes les notions de droit. Ça vient vite, finalement. C'est peut-être le point qu'il faut dire aux étudiants, c'est qu'à force d'être dans le bain toute la journée, dans le bain linguistique, on entend. À un moment, la mélodie se fait. Ouais, c'est vrai. Surtout comprendre, ça va être plus facile de s'exprimer. Ça peut encore prendre plus de temps, parce que surtout quand on veut s'exprimer correctement, pas faire de fautes, etc. Mais comprendre quand on est dedans tout le temps, franchement, ça rend super facile. Il faut surtout parler avec des gens, essayer de ne pas rester qu'entre Français et voilà, ça va venir vite. Randy, toi c'était Berlin, tu nous le disais tout à l'heure. Bon, tu connaissais déjà la ville pour avoir fait un Erasmus là-bas, du coup j'imagine que l'intégration, la réintégration dans la ville a été plutôt aisée. La réintégration a été facile parce que du coup j'avais mes amis allemands qui ne sont pas berlinois mais qui vivent à Berlin. Il y en a beaucoup parce que vu que c'est un pays fédéral, tout le monde peut bouger un peu partout. Et j'avais mes amis internationaux qui, eux, étudient, mais pour une longue durée à Berlin, car là-bas, c'est tout à fait possible d'étudier en anglais, notamment les sciences, donc il y a énormément d'étudiants étrangers, en fait. Et du coup, j'avais toutes ces personnes-là, qui faisaient que j'avais mon petit concours, mon petit noyau. L'intégration a été peut-être un peu plus difficile au début dans le monde du travail, parce que, du coup, je faisais aussi du droit, sauf que même si j'avais maîtrisé l'année d'avant les termes juridiques, on va dire les concepts scolaires, une fois qu'on est dans le monde du travail, il faut l'appliquer. Là, c'est des nouveaux termes, des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques. Et j'ai notamment beaucoup travaillé avec des activistes dans les droits de l'homme et aussi des députés. Et du coup, se mettre à leur niveau de langue, c'est plus complexe. Mais comme avec le temps, c'est pareil. Avec le temps, on s'y habitue. Et la mélodie, la petite chansonnette allemande nous rentre bien dans la tête aussi. Et alors, je vois que tu as une écharpe Berlin. Qu'est-ce que c'est? Raconte-nous. C'est une écharpe d'Hertha Berlin. Ouais. Et en fait, pourquoi je l'ai ramenée? C'est parce que j'ai une petite anecdote drôle avec ça. Raconte. Hertha Berlin, du coup, c'est le club. Je ne savais pas à l'époque. Moi, j'aime juste le foot et je connaissais Hertha Berlin. Mais c'est le club un peu richou qui a été créé, qui existe depuis longtemps et qui joue dans la meilleure ligue depuis un moment. Sauf que moi, j'habitais dans l'Est qui est du coup un ancien bastion communiste. Et même si maintenant l'Allemagne est réunifiée et Berlin est réunifié, il y a toujours un peu cette différence sociale et culturelle. Et là-bas, ils ont un club, en fait. Et moi, j'habitais vraiment à côté du stade qui s'appelle Union Berlin, qui maintenant a pris de l'ampleur. Et j'étais du coup avec ma petite écharpe que j'ai achetée en friperie d'Hertha Berlin dans un Kaufland, du coup un grand centre commercial, on va dire l'équivalent de Carrefour. Et un vieux monsieur arrive et me fait « Alors, vous êtes fan de Hertha Berlin ?» Et moi, je fais « Oui, j'aime bien. » Il fait « Mais vous savez qu'ici, c'est Union qu'on supporte. » Et je fais « Ah, c'est vrai ?» Je fais « Ah, mais vous savez, moi, je suis pas allemand, hein, je connais rien, je suis parisien, j'ai juste ramené comme ça. Hein. » Bon, ça va, je vous laisse cette fois et tout. Mais il a rigolé, il est parti. Du coup, c'est pour ça que je l'ai amené. C'est pour montrer que voilà, Berlin, c'est une ville vraiment riche, immense, et il y a encore cette richesse et diversité culturelle, en fait, du fait qu'il y a une partie qui est dans le bloc de l'Est et une partie dans le bloc de l'Ouest. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre là-bas. Tu parlais du monde du travail et c'est intéressant parce que quand on fait une mobilité, c'est aussi le but, c'est se confronter à d'autres manières de faire, ce qu'on appelle l'interculturalité. Le monde du travail allemand, on a parfois l'impression qu'il diffère beaucoup du monde du travail français, qu'il est peut-être un peu plus cadré, ordonné, hiérarchisé, précis. Est-ce que c'est des choses que tu as ressenties ou est-ce que c'est un peu une fake news sur ça? Moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais dans une fondation. Du coup, c'était un peu plus chill. Mais en fait, juste à côté de ma fondation, parce que la fondation a été créée par un avocat droit de l'homiste, juste à côté, il y avait son cabinet. Son cabinet, il était beaucoup plus strict. Alors, il fallait être ponctuel, arriver à l'heure. Moi, vu que j'étais dans la fondation, il me laissait un peu plus de liberté. Je pouvais arriver à 10h tranquillement. Mais au cabinet, par exemple, il y avait une stagiaire qui, elle, venait de Colombie, elle devait arriver à 8h. Et elle partait à 17h, 18h. Voilà, donc, parce que les Allemands travaillent plus que nous, en principe. Les Allemands, ils travaillent 40 heures facile, hein, c'est pas un souci. Les 35 heures, ça leur tient pas forcément à cœur. Du coup, oui, il y a quand même cette différence-là, je dirais, qui fait qu'il y a un peu plus de rigueur dans le travail, un peu plus de sérieux, même si on va pas dire que les Français travaillent pas non plus, on travaille, hein. Mais c'est différent. C'est différent. Toi, Inès, cette mobilité, ça t'a donné l'envie de repartir? Tu disais que tu voyageais déjà un petit peu. Là, tu as envie de retourner dans un autre pays ou peut-être en Espagne? Là, j'ai envie. Déjà, j'ai prévu un petit week-end à Madrid, de retourner avec des copines pour revoir des copines que j'ai pas vues depuis longtemps.
Mais j'aimerais bien refaire une mobilité, mais cette fois dans un pays anglophone. Parce que du coup, j'ai retravaillé mon espagnol, mais j'aimerais bien maintenant améliorer encore plus mon anglais. Surtout qu'en licence de droit international, c'est important, les langues. Mais oui, c'est clair que je vais repartir encore plusieurs fois même. Et toi, de ton côté, Maxence, ce goût du voyage, il continue? Comment tu perçois un petit peu la suite de ton parcours? Bah, là, je compte faire un master 2 totalement en anglais. Donc, et je sens encore qu'il faut que je progresse. Donc, chaque opportunité de stage ou même, pourquoi pas un Erasmus, je la saisirai. Là, je suis encore en recherche pour mon prochain stage de le faire à l'étranger. C'est vraiment un truc qui me plaît, de découvrir et de pouvoir parler anglais. Voilà, donc pourquoi s'en priver? On va passer à notre dernière partie, la partie conseils. Si vous voulez tout savoir et tout préparer dans votre mobilité, c'est l'heure de sortir vos petits carnets et de prendre des notes. Étudiants qui ont fait le choix des mobilités. Étudiants qui ont fait le choix des mobilités. Alors, j'ai une question pour tous les trois. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise avant que vous ne partiez dans votre pays de destination? Inès, on commence avec toi. Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre? Que la coloc, c'est pas facile. Non, en vrai, non, il n'y a rien à changer, rien à redire. J'aurais vraiment tout fait pareil. Les leçons que j'ai apprises, je les ai apprises de moi-même et franchement, je regrette rien. Donc, Ça a vraiment été compliqué la coloc? Bah, comment ça a cassé du sucre sur son dos. Non, mais au début, ça allait bien. Mais vraiment, en fait, du fait que le truc soit tout petit, on vivait vraiment nos deux chambres, on pouvait se parler à travers le mur. Enfin, c'était... dans tous les cas, elle aimait beaucoup sortir, ramener des gens, etc. Elle était moins ordonnée. Alors que moi, je suis très casanière, j'aime bien être des fois tranquille chez moi, entendre aucun bruit, voir personne et que ça soit bien rangé tout le temps. Donc en fait, c'était ces petites différences-là. Elle n'était pas méchante, il n'y a pas eu de gros drama, elle m'a rien volé, on s'est pas embrouillé. Mais c'est vrai que vers la fin, c'était lourd, quoi. Ouais, donc ça veut dire aussi peut-être dans les conseils, bien préparer, en tout cas les gens avec qui on va être et avec qui on va vivre, parce que ça fait partie intégrante de l'expérience. Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre, toi, Maxence, comme conseil avant de partir? Je pense que c'est ne stresse pas, tout va bien se passer, tout le monde est bienveillant. Parce que j'étais un peu stressé que ça se fasse pas, en fait. Et me dire, bah, c'était une blague, non, en fait, personne t'attend à l'aéroport. J'étais un peu stressé de ça, ou que ce soit annulé à cause de l'épidémie. Mais en fait, ouais, vraiment, tout s'est bien passé et j'ai un peu stressé pour rien pendant on va dire, les 2-3 semaines avant le départ. Mais au final, vraiment, tout s'est bien passé et je suis très content. Et maintenant, tu partirais peut-être plus zen, et c'est ça le but aussi d'une mobilité, c'est de se confronter à ses propres limites, sortir de sa zone de confort, ce qui parfois inquiète, fait peur, et finalement se rendre compte que tout se passe bien. Exactement. Et toi, le conseil que tu aurais voulu entendre? Pour cette fois, quand je suis parti en stage, c'est très bien passé vu que j'étais déjà rodé. Mais la première fois que je suis parti, et moi c'était aussi pendant la pandémie, c'était en fin mai 2020. Ah oui. J'aurais aimé que ma fac me pousse un peu plus et me dise que ça peut se faire, parce que ça s'est fait par la force des choses et parce que j'étais motivé. Je me suis organisé avec la fac à Berlin directement. Mais ma fac m'a pas du tout poussé et j'ai l'impression, en tout cas en droit, qu'ils essaient pas de pousser les étudiants à avoir une expérience à l'international, alors que c'est très pratique quand on veut faire du droit international ou du droit européen, ou même juste mieux comprendre son droit. Pour mieux comprendre son droit, il faut aussi connaître celui des autres, je pense. Donc peut-être que le conseil que tu peux donner, c'est de soi-même se renseigner, d'être proactif dans sa démarche, et en même temps, tu dis peut-être que la fac pousse pas, mais c'est vrai que ça reste un projet personnel, et donc ça reste un projet qu'il faut faire, et on le voit avec vos 3 témoignages, que en tout cas c'est des projets qui fonctionnent. Tous les deux, Maxence, Randy, vous avez eu la particularité de toucher une bourse IDEX. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est une bourse IDEX, Randy? Alors moi, je voulais partir du coup en stage cette année. L'année dernière, j'avais bénéficié d'une bourse Erasmus, qui effectivement est arrivée en 2 parties. C'est très bien, hein, je ne veux pas critiquer parce que ça m'a aidé, mais c'était un peu plus complexe du coup pour le financement et pour avoir aussi savoir comment j'allais échelonner les choses. Cette année, j'ai reçu un mail, justement avant de trouver mon stage, de la part de ma directrice de master qui venait du secrétariat, dans lequel on disait vous pouvez bénéficier d'une bourse avec Paris-Saclay qui s'appelle la bourse IDEX pour les étudiants qui vont à l'étranger. Et il faut envoyer une lettre de motivation, une lettre de recommandation d'un de vos professeurs.
donner votre RIB, etc., etc. Du coup, j'ai préparé ma lettre de motivation, j'ai fait un peu tout ça. Et une fois que j'ai déposé mon dossier, j'ai été sélectionné. Et ensuite, du coup, 2-3 semaines après mon départ, j'ai reçu un mail de la part du secrétariat qui m'a dit vous allez toucher, je crois que c'était à peu près 2000 euros. D'accord. D'un seul coup, qui sont D'un versés. seul coup, donc 600 euros à peu près par mois. D'accord. Et d'un seul coup, oui, d'un seul coup, après l'annonce, une semaine après, j'ai reçu cet argent et c'est extrêmement pratique. Ça aide beaucoup, ça permet de voir sur la longueur, de savoir comment on va s'organiser. Si par exemple, moi j'étais à Berlin, je suis allé à Prague ensuite, comme c'est à côté. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de pratique et je conseille à tout étudiant de se renseigner déjà sur les différentes bourses et aides financières qui existent et ne pas hésiter à aller demander au secrétariat parce que peut-être ils vont pas le faire tout le temps d'eux-mêmes. Donc aller au secrétariat, demander aux élèves qui sont déjà partis, demander aux professeurs même s'ils ne le font pas de leur propre initiative. Donc il y a des bourses qui existent, notamment la bourse IDEX pour tous les étudiants de Paris-Saclay. En plus on est beaucoup. Et il ne faut pas hésiter à la demander et à poser sa candidature parce que comme elle a dit Inès tout à l'heure, c'est pas que les notes qui comptent, c'est aussi la motivation. Et puis si vous avez d'autres questions sur les dispositifs financiers qui existent et puis les partenariats que vous avez au sein de votre université, n'hésitez pas à participer au moment de prise de parole, aux espaces d'échange qui sont ouverts dans le cadre de ce forum digital. On arrive à la fin de cette table ronde. Avant de nous quitter, j'ai une dernière question pour tous. Vous allez regarder la caméra qui est en face de vous et vous adresser à vos camarades. Voilà le dernier conseil, la dernière chose que vous avez envie de leur transmettre. On commence avec toi, Inès. Bah déjà, faut pas être stressé. Tout va bien se passer. On n'est pas vraiment lâché seul. Il y a toujours un encadrement, plus ou moins une personne à qui s'adresser si ça va pas. Et il faut se lancer quoi, parce qu'on a la chance à cet âge-là, dans nos études, de pouvoir partir comme ça pendant 6 mois, 1 an, des choses qu'on peut pas forcément faire une fois dans la vie active. Donc faut vraiment se lancer et au meilleur des cas, c'est une expérience parfaite et au pire, ça peut pas être dramatique non plus, mais faut tester, voilà. Maxence, je te laisse aussi t'adresser à tes camarades. Moi, je pourrais dire qu'il faudrait tenter sa chance au maximum, que ce soit au niveau du financement ou de trouver son stage ou de trouver l'université qui nous plaît le plus. Tenter sa chance au maximum parce que ça va venir à un moment, il y a bien quelqu'un qui va dire oui, si on a un bon profil, qu'on est sérieux, qu'on est motivé, on peut trouver notre opportunité. Et Randy, je te laisse avoir le mot de la fin. Alors moi je dirais déjà osez, n'hésitez pas, renseignez-vous, rapprochez les associations qui existent parce qu'il y en a beaucoup dans toutes les facs et aussi rapprochez-vous des gens qui sont déjà partis parce que c'est des personnes qui peuvent très bien vous conseiller pour toutes ces choses-là. Et même si vous faites du droit ou une filière qui est considérée comme sélective, n'hésitez pas à partir parce que ça sera toujours une valeur ajoutée sur votre dossier et ça fera la différence à notes égales. Voire même quand vous aurez peut-être des moins bonnes notes, ça fera la différence d'être parti à l'étranger, de connaître une autre culture et une autre manière de travailler. Eh bien, merci à tous les trois d'être venus sur cette table ronde, d'avoir témoigné. Alors, on retiendra 2 choses. Déjà qu'il faut faire attention à nos colocataires. Et puis, surtout, le message phare qu'on retiendra, c'est qu'il faut oser, qu'il faut un peu pousser les portes, sortir des sentiers battus et se renseigner par soi-même puisque l'information est accessible à condition qu'on la recherche très bien. Merci à tous les trois. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle table ronde et à très bientôt.